Bonsoir à tous, chers élus. Pas bonjour au petit public, on est d'accord, on va peut-être dire bonsoir aux téléspectateurs. Il est 18h35, la séance du conseil municipal d'aujourd'hui, le 27 septembre, est ouverte. On va commencer par faire l'appel pour s'assurer du quorum. Donc, Arnaud Justin est excusé, il donne pouvoir à Sophia Rick. Amandine Boutan est absente, donc excusée, et donne pouvoir à Céline Nabila-Cerise. Oui. Romain Coquille est absent et donne pouvoir à Stéphane Donneux. Elisabeth Darac, présente. Emmanuel Davio est absent et donne pouvoir à Abraham Guignan, présent. C'est Guignan, c'est pas Guignan-Chivalet maintenant? On peut on notera donc Monsieur Guignan-Chivalet ou juste Chivalet? D'accord, donc Abraham Chivalet. Stéphane Donneux, présent. Noélie Dulaurier est absente et donne pouvoir à Maxime Larondelle. Oui. Sophie Duperron est présente. Abraham Chivalet est présent. Et Abraham Guignan aussi. Suis-je Abraham Guignan? Je ne sais pas. Sonia Guillory-Labuzan est présente. Cédric G est absent et donne pouvoir à Vanessa Leroy. Oui. Maxime Larondelle est présent. Vanessa Leroy est présente. Céline Nabila-Cerise est présente. Rose Pédré-Afonso est présente. Sonia Rabot est absente et donne pouvoir à Sonia Guillory-Labuzan. Sophia Rick est présente. Christophe Trottin est présent. Et enfin, Samir Youssouf Ibrahim est présent. Merci à tous. Alors, le quorum est atteint. On est à la limite, pas loin de la limite, mais on a le quorum. Je propose de nommer une secrétaire de séance. A priori, Céline Nabila-Cerise accepte le poste. Très bien. On va procéder, en tout cas, on va faire passer le procès verbal de la dernière séance. Et en attendant, je vous propose de passer au relevé de décision que vous avez dû avoir dans la note de synthèse, qui est un petit peu la liste la plus exhaustive possible de tout ce qu'il s'est passé en contrat, en signature de contrat, de devis, de convention, depuis le dernier conseil municipal. Est-ce que vous avez des remarques? Alors, elle est vraiment écrite en toute petite parce qu'effectivement, il y a eu vraiment beaucoup de choses cette fois qui sont sorties, comme on s'y était engagé d'ailleurs. Hein. Vous avez pu voir des sommes, notamment sur le marché de réhabilitation de nos bâtiments. Ça avance bien. Les Cambais ont pu déjà profiter de l'installation de la pizzeria dans la halte nautique. Hier encore, on m'a fait les éloges de ce commerce, ça se passe très bien. Donc tant mieux, il faut s'en réjouir et on espère que ça continuera à valoriser et à faire rayonner notre commune. Le Trésor public, si je ne me trompe pas, Guillaume, on a eu une réponse là sur les derniers travaux. Mi-novembre, normalement, ça devrait être prêt, c'est ça? Pour la MAM. Oui, parce que la partie traiteur est un peu plus longue, parce que c'est à la charge du locataire qui va aussi faire intervenir une entreprise spécialisée pour l'installation de son activité. Vous avez dû voir aussi dans les décisions municipales différentes signatures pour les travaux, que ce soit de voirie, d'aménagement. Donc je pense par exemple enfin au projet de la palanque, la montée vers la salle Bellevue, qui nous a quand même été très souvent, enfin on a eu beaucoup de mails de tous ces riverains qui avaient, et vous avez pu sûrement le constater à chaque fois que vous venez au conseil municipal, il y avait des trous sur cet axe qui est quand même pas mal emprunté par nos riverains du chemin de la Palanque. Donc ça, c'est fait sans qu'on ait touché au pont qui malheureusement implique des coûts bien plus importants.
ce pont ancien, et qu'on nous a chiffré en renforcement à 70 000 €. Donc pour l'instant, je le dis parce que certains se posent la question pourquoi est-ce qu'il y a une partie qui n'a pas été faite. Tout simplement parce que tant que le pont n'est pas renforcé, on ne peut pas faire intervenir des engins de voirie. Mais le plus important et les plus grosses difficultés sur cette voirie ont été traitées. On a aussi, ça va avancer pas mal, le panneau lumineux, puisque si vous regardez dans les décisions, nous avons traité aussi avec un électricien, puisque ce panneau lumineux nous demande malheureusement de revenir en arrière et de travailler sur l'électricité, donc l'installation qui aurait dû être conforme et qui ne l'est pas, n'est-ce pas, cher adjoint? C'est ça, je crois que ça s'est bien tiré les cheveux sur ce projet, donc ça y est, ça va voir le jour aussi avant la fin, là, sur le dernier trimestre. On a aussi beaucoup de travaux, comme vous pouvez le voir, beaucoup de fournitures à l'école, parce que c'est le moment où l'école se fournit pour sa rentrée. C'est très important parce que vous voyez beaucoup de lignes, mais malgré tout, on peut remercier notre équipe enseignante qui s'est tenue quand même à cette enveloppe budgétaire avec laquelle on allait travailler, pour laquelle on allait travailler en début d'année. Ah, je pensais qu'on avait une visiteuse, non pas. On a beaucoup de travaux de réparation de toiture un peu partout, l'école, alors pas la nouvelle toiture bien évidemment, mais les toitures sur les côtés qui sont plus anciennes et sur lesquelles il y a toujours des petites réfections à faire. L'église aussi un petit peu, sachant que pour l'église on attendait aussi des subventions sur l'étude et on attend toujours les réponses du département. Voilà, pour la salle Bellevue, on a eu des réparations sur les luminaires extérieurs qui ne fonctionnaient pas depuis longtemps. Et vous verrez, c'est une ligne assez importante. Et pardon ? Et intérieur, merci. Donc il fallait le faire, ne serait-ce que parce que par contre cette salle, on peut le dire dès maintenant, on a quand même un très bon taux de remplissage de la salle. On souhaitait et on misait beaucoup sur cette optimisation de la salle Bellevue, donc elle a été quand même beaucoup louée. Et déjà là, je ne sais pas si vous avez les chiffres en tête, peut-être Maxime, l'adjoint de finance, mais on est déjà l'année dernière c'était 3 000 € de location, de revenu locatif, et là on est plutôt sur les 10 000 € déjà. Et on n'a pas fini l'année, on a encore quelques locations. Voilà, pour le projet Baranne qui était quand même un des projets importants, je voulais juste le signaler, on est toujours sur ce projet. Vous avez dû voir une ligne sur les décisions municipales qui est une ligne sur le géomètre. C'est très long ce type de projet, on doit d'abord s'assurer de l'emprise publique de la voirie, et donc il faut le faire à chaque fois en bornage contradictoire avec les propriétaires riverains. On a fait presque tous les riverains Cambert. Il se trouve qu'on rajoute de la complication puisqu'il y a aussi des riverains de Camblane et que là, on avait encore récemment un rendez-vous sur place et que le riverain de Camblane n'était pas là. Je crois qu'il vit en plus à l'étranger, donc ça repousse. Ça n'est que du travail préparatoire, mais c'est ce qui fait que des gros projets comme ceux-ci mettent malheureusement beaucoup de temps. Voilà à peu près. En tout cas, vraiment, on se réjouit parce que c'est un temps de travail masqué qui est très important pour que tout à coup tout sorte comme ça un peu d'un coup. Mais il a fallu beaucoup de temps derrière. On peut se réjouir aussi de notre saison de festivités qui a vraiment encore bien marché. Je pense que là, notre adjointe aux festivités peut peut-être en dire un mot et remercier un peu nos équipes parce que tout le monde s'est bien mobilisé, et aussi nos assos, en fait, on a eu quasiment à chaque fois toutes les tables utilisées pour les garonnades. Donc, on va dire que c'est entre 250 et 300 personnes minimum à chaque fois, avec sur le 14 juillet, je pense, un record de présence où on devait atteindre les 600-650 personnes. Ouais, je pense. Ouais. C'est vrai que les Cambais, et pas que, en fait, mais beaucoup de Cambais quand même répondent présents sur ces festivités. C'est ce qui fait plaisir. Et du coup, ce week-end, on termine la saison, on va dire, estivale avec la fête du Mascaret. Donc on attend aussi un vide-grenier, quelques animations organisées par nos associations cambaises aussi, et qui interviennent aussi sur Volontiers, pas que cambaises. Et puis un joli concert dans le cadre des scènes d'été du département. Voilà. Oui, donc merci. Et c'est vrai que je rebondis sur Brémontier, donc la salle, puisque je parlais du TP, de la pizzeria. Brémontier,
ça y est, la première phase est faite, donc les intérieurs sont faits, on a pu installer les associations. Ça se passe plutôt bien, il y a toujours évidemment des ajustements d'organisation à faire parce que tout simplement, nos accueils périscolaires étant surchargés, c'est aussi un projet pour alléger un petit peu notre périsco. Donc on est un peu à la limite entre la compétence de la CDC qui est le périsco et la nôtre qui est juste en tout cas de mettre à dispo une salle pour nos assos. Donc là, il y a de l'organisation et surtout de la coordination entre les institutrices, on est en train d'en parler, les institutrices qui confient les enfants pour les premiers cours donc aux associations et puis parfois les assos qui ensuite ramènent les enfants aussi en accueil périscolaire parce que les parents ne peuvent pas les récupérer juste après le loisir. Donc c'est un joli service aux parents. C'est pas idéal, c'est vraiment un métier, c'est une compétence, on ne peut pas s'improviser coordonnateur, je dirais, de périsco. Donc, on les a rencontrés une première fois avant que les cours commencent. Là, on va avoir 2 semaines de recul avec l'organisation, les petits détails à réajuster. En ce moment, je crois qu'ils sont sur des cours d'essai, donc ça leur permet aussi de voir un peu qui est intéressé et qui ne l'est pas par les différents cours proposés. La semaine prochaine, on les rencontre à nouveau, très probablement avec l'équipe enseignante et puis l'équipe du périscolaire pour qu'on s'assure que tous aient bien la même information et que ça se passe au mieux pour nos familles, nos enfants. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un changement sur notre rentrée. Les parents sont plutôt contents et je les remercie aussi parce que parfois il y a des questionnements, c'est pas toujours je sais plus, je prends mon enfant en bas, en haut, est-ce que je monte, est-ce que je descends. Je les remercie de travailler avec nous pour que ça se passe bien et que petit à petit on arrive à avoir quelque chose de coordonné et de j'allais dire sécuritaire, ce terme est un peu galvaudé, mais pour nos enfants, pour que ça se passe bien pour les enfants. Voilà à peu près, malgré ces grandes lignes de décision municipale, donc de dépenses, mais pas que, aussi de recettes, il était important de dire que tout ceci, c'était l'ambition du budget et donc c'est en cours. On a eu aussi une réunion plénière où l'adjoint aux finances a un peu fait un point à l'équipe et a expliqué qu'on était tout à fait dans nos projets et dans le cadre budgétaire. On a même déjà un excédent de fonctionnement, ce qui veut dire que malgré l'ambition et malgré la crise, parce qu'on l'a annoncé dès le début de l'année dernière, dès la fin de l'année dernière, dès le début de cette année, on s'attendait tous à traverser quand même une période de crise, d'inflation, comme les foyers, comme tous les foyers. Et malgré ça, nous étions prêts, non pas à attendre que l'orage passe, mais plutôt à danser sous la pluie, si vous me permettez l'image, c'est-à-dire de se dire que c'était aussi le moment ou jamais. Le mandat a une fin, 6 ans c'est long, mais c'est court aussi. Donc sur une année, on a quand même lancé plusieurs projets, ils commencent à émerger. Et tout ça, pourquoi pour en revenir à toutes ces lignes, c'est aussi pour dire que c'était avec un budget contraint qu'on est capable malgré tout de faire des excédents. Donc je remercie et les élus et les agents qui travaillent chaque jour à faire en sorte que chaque argent, chaque premier euro public dépensé soit très bien dépensé. Et je reviens sur des remarques qui me sont venues sur de l'incompréhension par rapport aux impôts, puisqu'effectivement nous sommes tous en train de recevoir nos taxes foncières, qu'elle a augmenté. Alors que, je le rappelle, le conseil municipal a décidé de ne pas augmenter le taux, malgré toutes les difficultés qui se profilaient, les difficultés budgétaires. Nous n'avons pas augmenté notre taux d'imposition sur la commune. Effectivement, il y a quand même une augmentation due à l'augmentation de la part de l'État, l'augmentation de la base. Je crois qu'il y a une communication qui est en cours, voilà, et qui réexplique. C'est ça, c'est très difficile à comprendre et soyons humbles, même nous, élus, il nous faut du temps pour comprendre ce mécanisme. Mais c'est important de le dire parce que oui, bien sûr qu'on pourrait imaginer, comme j'ai pu l'entendre, que ça a augmenté parce qu'il se passe beaucoup de choses à Caen, parce qu'il y a beaucoup de réalisations, beaucoup de chantiers. Pas du tout, il y a beaucoup de chantiers, pour autant on a décidé évidemment de ne pas toucher au foyer Cambet, tout simplement parce que l'effort doit être partagé et s'il y a un effort à faire, c'est surtout du côté de la collectivité pour que tous ensemble, on arrive à passer, on espère, cette crise d'inflation le moins difficilement possible, je dirais.
Est-ce que vous avez des remarques sur les décisions municipales? Je voulais vraiment me baser sur ça parce que c'est un peu ce qui justifie factuellement de notre action, donc je n'ai pas autre chose à vous présenter que ces décisions, et puis sinon on passe aux affaires. Non? Tout le monde? Eh bien, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, l'affaire numéro 1, qui est donc le regroupement en un seul acte administratif de l'ensemble des montants de tarification et redevances pratiquées par la commune. Monsieur l'adjoint aux finances. Oui, donc vous pourrez le voir dans les documents joints, ça prend la forme d'un tableau un peu compilant tous les différents tarifs, alors que ce soit les salles, que ce soit les concessions au cimetière, que ce soit les cantines, etc. Ce document, juste, il a deux buts. Le premier, c'est que les gens puissent avoir accès à l'ensemble des tarifs pratiqués sur la commune assez facilement et sur un seul et même document. Le pendant de ça, c'est que les agents aussi aient un seul document de travail et puissent renseigner tout type de questions sans avoir à chercher quelle délibération traite de quel sujet. Et puis enfin, le deuxième but, c'est que il y a un seul document à modifier. Maintenant, quand on sait qu'on modifie un tarif, on modifiera un seul et même tableau à chaque fois. Voilà, ce sera plus facile et plus lisible pour tout le monde. C'est ça, c'est avant tout un document de transparence, et je rajouterais aussi que c'est un facilitateur, je parle sous le contrôle de notre directeur général des services, un facilitateur de communication avec le trésor public, à qui à chaque fois il faut fournir, moi si je me trompe, mais le document juridique qui justifie, par exemple, le fait d'encaisser une location par exemple de la salle Bellevue ou autre. Donc ça nous permet d'avoir sur un même document, s'il y a une demande particulière du trésor public, d'avoir tout au même endroit et pas d'aller chercher à quelle date c'était, quand est-ce qu'on a voté pour tel tarif, etc. Et effectivement, ça nous permettra, alors c'est pas du tout à l'ordre du jour, mais si on souhaite revoir nos tarifs, on a tout sur une même grille et puis on peut peut-être réajuster ou travailler ça de façon globale. Voilà. Est-ce que vous avez des remarques autour de ce document? Non? Très bien. Je vais passer aux propositions donc au conseil municipal. En vue de mieux coordonner la stratégie budgétaire, valider l'opportunité de réunir l'ensemble des tarifications et redevances communales dans un seul et même acte, à savoir une délibération globale. Pour ce faire, annuler et remplacer par une délibération globale la délibération numéro 126 du 14 décembre 2022 portant mise à jour 2023 des tarifs du service public administratif facultatif de cantine scolaire, la délibération numéro 138 du 13 février 2023 portant définition du régime juridique et financier des concessions funéraires des cimetières communaux de Cambles, la délibération numéro 137 du 13 février 2023 portant modification 2023 de la politique tarifaire du service public de mise à disposition de salles de réception événementielle Bellevue, la décision municipale numéro 2023-063 du 1er septembre 2023 portant fixation de la redevance du domaine public pour les ventes au déballage, la délibération numéro 85 du 30 mars 2022 portant instauration d'une redevance d'occupation du domaine public par les réseaux et installations de télécommunications, la délibération numéro 34 du 24 février 2021 portant instauration d'une redevance pour l'occupation des réseaux communaux de distribution de gaz domestique, valider l'ensemble des tarifs précédemment présentés et d'autoriser Madame la maire à procéder à l'ensemble des démarches juridiques et financières afférentes. Je vais proposer donc le vote. Je vous rappelle juste pour les porteurs de pouvoir qu'il faut que vous leviez les deux mains, ou une main puis l'autre main. En tout cas, pensez à manifester le vote de la personne pour qui vous allez voter. Donc, qui s'abstient? Qui vote contre? Et qui vote pour? Ce sera donc, merci, à l'unanimité. Affaire numéro 2. La mise à disposition conventionnelle d'un agent communal de la communauté de communes des Portes de l'Entre-deux-Mers. Alors, c'est assez simple puisque cet agent est déjà employé par la communauté de communes. La différence, c'est que donc, notre agent qui fait fonction d'ADSEM pour nous dans la journée,
et qui va donc, qui fait aussi donc de l'animation en périscolaire, était en stage, c'est-à-dire elle était en cours de stagiarisation, c'est ça, et là maintenant elle est devenue, donc, elle est titulaire, et donc parce qu'elle est titulaire, maintenant on peut mettre en place une vraie convention donc, de mise à disposition avec la communauté de communes. Il se trouve que la nuit dernière, non, la soirée dernière, la nuit dernière on a fait autre chose, on a éteint des feux, enfin je remercie tout le monde pour ça. Hier soir nous avons délibéré aussi en conseil communautaire sur donc, la mise à disposition conventionnelle de cet agent. Voilà, donc rien de particulier, si ce n'est que pour signer cette convention, il me faut revenir vers le conseil municipal pour que vous m'autorisiez à conventionner avec la communauté de communes sur cette mise à disposition. Voilà, est-ce qu'il y a des remarques autour de ça? Non. Bien. Les propositions soumises au conseil municipal sont donc de valider la mise à disposition d'un agent communal qui travaille donc à 28-35e. Ah, attendez, est-ce que la phrase est correcte? D'accord, c'est moi qui veux rajouter des sujets verbes compléments dans ça, et ça marche aussi. Donc l'agent communal est à 28-35e pour la commune et travaillera donc pour la communauté de communes sur une quotité horaire de 5,35e en vue qu'elle y exerce donc des fonctions d'animatrice périscolaire. La proposition est donc de valider la convention afférente et d'autoriser Madame la maire à procéder à l'ensemble des démarches juridiques et financières afférentes. Bien. Qui s'abstient? Qui est contre? Et qui est pour? Merci à tous. C'est donc adopté à l'unanimité. Et la conséquence, justement, de cette mise à disposition et de cette titularisation, surtout de cette nouvelle agent technique qui fait fonction d'ADSEM, c'est que notre tableau des effectifs est donc rectifié en ce sens. Donc vous pouvez voir, on l'a mis en rouge sur le tableau des effectifs. Nous avons donc une troisième agent scolaire ADSEM qui est donc à 33-35e, catégorie C, filière technique. Et voilà, et donc son poste est occupé. Rien de particulier, c'est surtout le centre de gestion qui gère donc les carrières des fonctionnaires et qui nous a demandé de rectifier. Alors on ne savait pas parce qu'on pensait que à partir du moment où on ouvrait un poste, on le mettait au maximum de quotité horaire, c'est-à-dire 35-35e, et que peu importe si après son contrat était moindre, puisque c'est juste, comme j'avais essayé de vous l'expliquer, comme une table avec des chaises autour de la table. Certaines chaises sont occupées, d'autres pas, mais elles existent. Le tableau des effectifs, c'est ça. À partir du moment où il y a une délibération dans l'histoire de la commune et que donc un poste a été occupé, c'est une chaise. Alors, parfois, elle est occupée par un agent, parfois il part, on peut décider ou pas de le remplacer, ça devient un poste vacant. Il se trouve que pour ce poste-là, quand on a... Alors, elle était même en contractuel, elle était en 35-35e, non, probablement pas. Elle était à 28-35e. Et quand on a délibéré à l'époque, on avait créé un futur poste de 35-35e. Le CDG nous a dit non, de calibrer ce poste exactement à la taille du contrat qui était proposé à l'agent. Donc, ce sera 33-35e, sachant qu'il y a donc 5 heures qui sont dédiées à la CDC. Voilà. Est-ce que vous avez des remarques autour de cette affaire ? Bien, merci. Donc, pas de remarques. Proposition soumise au conseil municipal en vue de prévoir la mise à disposition de notre agent communal à la CDC en 5,35e, initialement employé à 28,35e par la commune, de dimensionner son poste à 33,35e et mettre à jour le tableau des effectifs de la collectivité de la sorte. D'autoriser Madame la maire à procéder à l'ensemble des démarches juridiques et financières afférentes. Qui s'abstient? Qui est contre? Et qui est pour? Merci, c'est donc adopté à l'unanimité. À l'unanimité. Bien. L'affaire numéro 4, c'est donc l'autorisation d'adhésion au service de prévention et santé au travail du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Gironde. Donc c'est toujours avec notre fameux centre de gestion. Est-ce que je vous lis ça? Oui, je vais vous lire ça, c'est mieux. Les autorités territoriales sont chargées de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité. Soit dit en passant, je pense que c'est la même chose dans le domaine privé.
Dans ce cadre, les employeurs territoriaux doivent disposer d'un service de médecine préventive pour leurs agents qui ont pour mission d'éviter toute altération de l'état de santé des agents territoriaux du fait de leur travail. Et à la différence du privé, il est vrai que nous avons encore plus intérêt à veiller à l'état de santé de nos agents, puisqu'un agent, même fragilisé par le travail qu'il effectue, nous le gardons jusqu'à la fin. L'agent municipal, enfin, c'est pas nous, c'est une collectivité, mais contrairement au privé, on peut avoir la charge d'une personne avec des difficultés, notamment pour nos agents techniques par exemple, des difficultés de santé que l'on doit prendre en charge quasiment jusqu'à la fin de la carrière. Autant faire de la prévention, sachant qu'en plus de toute façon c'est réglementaire. Donc notamment surveillant leur état de santé, les conditions d'hygiène du travail ainsi que les risques de contagion. De cette obligation découlent notamment les visites médicales d'embauche et périodiques qui n'ont depuis le nouveau mandat pas été effectuées, point auquel il revient de remédier au plus vite. Effectivement, on a découvert que, notamment à l'occasion de 2 accidents de travail en juillet, que nous n'étions pas du tout en règle à ce niveau-là. Il se trouve, je ne vais peut-être pas tout vous lire, mais il se trouve que ce service donc, de médecine du travail est proposé par le centre de gestion. Même chose hier en CDC, on a dû délibérer puisque c'est un service auquel il faut souscrire. Et ça, par contre, j'ai cru comprendre même du côté de la CDC que c'est nouveau. C'est-à-dire qu'en réalité, avant, ça devait sûrement faire partie du contrat avec le centre de gestion. Bon, et bien maintenant, il faut y souscrire. Vous avez une partie du tableau, mais le reste était en annexe. Donc, le montant de la participation annuelle due par la collectivité en contrepartie des prestations fournies est établi sur la base d'un forfait annuel assis sur l'effectif des agents de la collectivité. Il s'élève à 65 € par an par agent. Ainsi, pour que la collectivité puisse mettre en place des visites médicales périodiques au travers du CDG 33, donc le centre de gestion du 33, il est nécessaire de formaliser l'adhésion à ce service par la signature de la convention. Est-ce que vous avez des remarques autour de ça ? C'est ça, ça a l'air évident. Ouais. Il faut le faire. C'est au but de préserver la santé et la sécurité des agents de mairie. C'est ça. Bien. Alors, proposition soumise au conseil municipal. En vue de se mettre en conformité avec la loi en tant qu'employeur, valider l'opportunité de bénéficier de l'offre de services de prévention et de santé au travail proposée par le centre de gestion du 33, valider le projet de convention réalisé à cette fin et notamment les montants forfaitaires, autoriser Madame la maire à signer la convention ainsi que l'ensemble des avenants éventuels afférents, autoriser Madame la maire à procéder à l'ensemble des démarches juridiques et financières afférentes. Qui s'abstient ? Qui est contre? Et qui est pour? L'affaire est donc validée à l'unanimité. Voilà pour les affaires en lien avec nos ressources humaines. Nous allons passer aux affaires ayant trait à la voirie. Et là, c'est notre adjoint aux infrastructures qui entre en piste. L'affaire numéro 5 étant la signature de la convention de servitude avec les propriétaires respectifs des parcelles AD 357 et AD 358 dans le cadre de la réalisation d'une aire de retournement sur leur propriété. Oui, alors ça c'est un sujet quand même qui est assez vieux, oui. qui a un peu de temps, donc c'est toujours pareil, il y a dans les longueurs, le bornage, le devis, les études, oui. Surtout quand on est à cheval donc sur 2 communes. Donc cette aire de retournement a été faite, donc grâce, on peut le dire et on peut les remercier aux riverains qui ont accepté donc, cette servitude. Donc ça va en fait apporter un service supplémentaire à tous ces riverains du chemin de Mounier. Donc le porte-à-porte, c'est beaucoup mieux que d'aller mettre les poubelles en bout devant une seule maison qui se retrouve avec une quinzaine de poubelles, avec les nuisances que l'on connaît, la chaleur, tout ce qui s'ensuit. Donc c'est un service supplémentaire et je pense que c'est grâce à eux et c'est très bien, je pense. Donc là, il y a une bennette qui va commencer à collecter dans peu de temps, je pense. Oui.
Pourquoi une bénette? Parce qu'en fait, les gares de retournement ne permettaient pas d'avoir un gros camion. Et donc, voilà. Donc je pense que c'est vraiment un plus pour ces riverains et je pense qu'ils vont être tous très très contents de ce qui s'est passé. Voilà. Oui, c'est pareil, ça c'est une délibération, c'est fou, hein. On a beaucoup de délibérations en miroir avec la communauté de communes, puisqu'en fait c'est le CEMOCTOM qui met en place ce service. Il le met en place grâce à une demande des communes, mais les communes font la demande à la CDC, puisque tout passe par la CDC en fait, c'est une compétence intercommunautaire qui a été transférée au syndicat des ordures ménagères. La bénette, oui, c'est un tout petit camion. On nous disait hier qu'il y en a de plus en plus, on a de plus en plus recours à ces petits camions, ce qui ne va pas vraiment dans le sens de l'histoire, à vrai dire, parce que le porte-à-porte, ça devient aussi une charge supplémentaire évidemment pour nos syndicats, hein. C'est de l'essence en plus, c'est du cheminement en plus. Moi, je ne peux que quand même regretter que nous en venions encore à des... Parce que c'est plus cher en plus, hein, la bénette, c'est quand même pour la collectivité, donc pour tous nos habitants et toutes les personnes qui payent cette taxe d'ordures ménagères, c'est un supplément. Et ça vient, encore une fois, d'un manque de réflexion sur l'urbanisme. Ce chemin de Moulinet, comme il le dit, c'est un chemin. Ce chemin a été ultra urbanisé sans qu'il n'y ait jamais été question de permis d'aménager. Le permis d'aménager, ça permet notamment de faire des voies adaptées, de faire des aires de retournement et de ne pas être finalement dépendant du bon vouloir des riverains, on les en remercie, et surtout de ne pas augmenter des frais comme ça de gestion, de taxes d'ordures ménagères et autres. Donc voilà, de toute façon on le sait, puisqu'il y a aussi des difficultés d'inondation, c'est quand même toujours improbable de se dire que sur les hauteurs de Cambre on a des inondations. Enfin, là vraiment c'est le cas type, de l'urbanisme qui n'est plus tolérable, sur lequel on est tous très vigilants maintenant, parce qu'il faut à chaque fois qu'on délibère sur ce type d'affaires se rappeler qu'elles ne devraient pas exister, ces affaires, si on avait fait correctement les choses en amont. Voilà. Est-ce qu'il y a des échanges? Est-ce qu'il y a des remarques autour de ce sujet? Bien, alors les propositions soumises au conseil municipal sont de valider l'opportunité d'établir une convention créant une servitude en application de l'article 686 du Code civil sur les parcelles AD 358 et AD 359 en vue de gréver l'entrée des parcelles à une destination d'aire de retournement des engins de service public circulant sur le chemin de Moulinet. De valider le projet de convention réalisé à cette fin et d'autoriser Madame la maire à la signer. Donc en fait, là, clairement, c'est juste pour m'autoriser pour revenir vraiment au cœur du sujet, c'est juste autoriser Madame la maire à signer cette convention avec ses riverains. Donc, et merci l'adjoint de rappeler que nous remercions ces riverains de leur bonne volonté et de leur bonne volonté et d'avoir accepté de céder un peu de leur terrain pour ce passage de service public. Et on espère que toute la rue les remerciera aussi. Et donc d'autoriser Madame la maire à procéder à l'ensemble des démarches juridiques et financières afférentes. Qui s'abstient? Qui est contre? Et qui est pour? Ok. C'est donc une affaire approuvée à l'unanimité. Merci à tous. Encore une affaire de voirie. L'affaire numéro 6, validation du rapport d'enquête publique au PERA et poursuite du projet de vente de l'impasse du PERA. Oui, alors ça c'est pareil, c'est une affaire qu'on avait traitée au conseil municipal le 31 mai. On attendait donc le compte rendu du commissaire enquêteur, donc il a émis un avis favorable sur le projet. Donc cet échange va pouvoir se poursuivre, donc se faire. Et ce que je voudrais dire, c'est que je rappelle quand même que tous les honoraires sont pris en charge par le château Opéra, ce qui est quand même assez bien pour nous. Voilà. Donc ça va être fait très rapidement aussi. Oui, c'est ça, c'est une opération blanche, on a déjà eu l'occasion d'en parler. C'est vrai que tu me demandais si c'était clair sur la délibération et sur la note de synthèse, c'est-à-dire qu'effectivement, on a à la fois l'étude, donc l'estimation des domaines. Les domaines, c'est ce service d'État qui nous donne une estimation des terrains sur la commune. Donc nous avons l'estimation des domaines pour cette portion-là, et ensuite, oui, je sautais une page, voilà, je me perdais. Et ensuite, cette estimation nous permet parce qu'à l'origine, c'était un échange.
ça n'existe pas juridiquement des échanges, en fait, ça va être une vente et un achat en même temps. Et donc, l'estimation des domaines pour ce terrain est de, je l'ai vu passer elle est à 661 €, ce qui veut dire que donc, les riverains vont nous acheter cette partie à 661 € et nous achèterons leur partie qui va nous permettre de faire une aire de retournement, encore une fois, pour nos services justement de secours et d'ordures ménagères, donc pour le même prix. Donc c'est pour ça que vous avez plusieurs sommes additionnées, c'est-à-dire qu'il y a les 661 € qui vont s'annuler, par contre seront toujours à la charge de l'acquéreur, du Château Opéra, toutes les honoraires, aussi bien pour l'enquête publique que pour les publications donc, dans les journaux, et puis ensuite les frais de notaire qui ne sont pas encore connus. Voilà. Est-ce qu'il y a des remarques sur ce sujet? On en a beaucoup parlé déjà. Bien. Alors, donc les propositions soumises au conseil municipal sont de valider le rapport du commissaire enquêteur et ses conclusions favorables au projet de vente. Oui, c'est important de le dire, puisque c'est suite à l'enquête publique qui n'a rien soulevé de particulier. On n'a pas eu de visite en mairie, il n'y a pas eu de demande. Donc l'avis du commissaire enquêteur, lui par contre a fait son enquête. Effectivement, il est allé sur place, il a vérifié la conformité de toutes les pièces et la conformité de l'affaire, de cette affaire-là, de cet échange. Et donc ses conclusions sont favorables au projet de vente. À l'aune des éléments mentionnés, donc la proposition est de poursuivre et finaliser la vente de cette parcelle initiée par la délibération numéro 178 du 31 mai 2023, de valider la vente de cette parcelle au montant de 2 684,64 €, donc, auxquels s'ajouteront donc les frais de notaire, de valider de vendre cette parcelle au propriétaire du Château Opéra limitrophe à cette dernière, à la condition que ces derniers cèdent à la commune leur parcelle limitrophe AD 163 au montant de 661 €, la même valeur que ce que nous allons leur vendre, en vue que celle-ci puisse constituer une aire de retournement pour les engins de service public, et d'autoriser Madame la maire à procéder à l'ensemble des démarches juridiques et financières afférentes. Qui s'abstient? Qui est contre? Et qui est pour? Merci à tous, c'est donc à l'unanimité que nous adoptons l'affaire. Affaire numéro 7, autorisation de signature avec le département d'une convention de délégation des charges d'entretien des routes départementales en agglomération traversant la commune. Tout à fait. Donc, ça je vais vous le dire quand même, parce que c'est intéressant. Donc, la commune projette la réhabilitation du parking attenant à la mairie. Dans le cadre d'une étude préalable devrait débuter suite au marché public de 1 500 € signé avec le groupement Adexia et Fleur de Terre. Donc, c'est un maître d'œuvre, voirie et une paysagiste. Ce projet est d'importance car ce parking est un point névralgique à la question du stationnement sur la commune, comme l'a révélé l'étude du CRIE sur le sujet. En effet, l'aménagement futur de ce parking rayonne au-delà de son emplacement car il englobe une réflexion de stationnement et d'accès à l'école, mais également l'amélioration de son entrée actuellement inadaptée et dangereuse. Donc c'est dans ce cadre qu'un projet d'arrêt minute avait été initié par notre maître d'œuvre voirie en février de cette année. Pour matérialiser la route appartenant au département, la commune a signé une convention avec cette collectivité autorisée par la délibération numéro 160 du 13 février 2023. Le 3 juillet, le département nous demande en complément, afin de clarifier les obligations respectives de chacune des deux collectivités, pour l'entretien des routes départementales et leur dépendance en agglomération, de signer une seconde convention spécifique à cet effet. La répartition des missions d'entretien qui est établie s'appuie sur les règles prescrites par le CGCT et le Code de la voirie routière. Même chose, ce projet, on en a déjà parlé. Comme il se situe donc sur la départementale 121, nous sommes obligés de travailler avec le département qui vérifie effectivement la sécurité, le fait que les propositions que nous fait le maître d'œuvre ne soient pas antagonistes avec l'usage de cette départementale, même si à cet endroit-là, on a du mal à imaginer que ce soit un trafic départemental qu'on attend quoi. Juste, c'est très important, c'est pas parce qu'on signe cette convention que le projet va tout de suite sortir de terre. On en parle beaucoup avec l'adjoint à la voirie.
ça va être forcément une contrainte parce que sur cette zone-là, il y a beaucoup de stationnements un peu anarchiques qui posent problème parce qu'on a notamment une personne âgée qui parfois ne peut pas sortir de chez elle, elle est coincée par des gens qui se garent, voilà, qui obstruent complètement la route. On imagine aussi très difficilement des services de sécurité et de secours venir intervenir sur cette voie. Donc, mais ce n'est pas la seule. Hein. Dans le camp, on le sait, le stationnement anarchique, à partir du moment où on ne commence pas à y mettre quelques jalons, eh bien personne ne sait qu'il faut... Enfin, personne ne sait. En tout cas, on fait comme si on ne savait pas et on garde sa voiture du mieux qu'on peut. Donc, on a ce projet-là, mais on estime qu'il ne sera possible que si on travaille sur quelque chose de bien plus global. Et effectivement, le parking de la mairie est d'abord la première porte d'entrée, parce qu'avant de commencer à demander aux gens de ne plus se garer n'importe comment, il faut être sûr d'avoir une offre de stationnement adaptée et un peu plus, en effet, un peu plus sûre pour tous. Est-ce qu'il y a des remarques sur ce projet ? Alors, les propositions soumises au conseil municipal sont de valider le contenu de la convention proposée par le département dans le cadre des charges d'entretien des routes départementales en agglomération traversant la commune, de valider l'opportunité de conventionner en ce sens avec le département et d'autoriser Madame la maire à procéder à l'ensemble des démarches juridiques et financières afférentes. Qui s'abstient? Qui est contre? Et qui est pour? C'est encore une affaire validée à l'unanimité. Enfin, nous allons passer aux affaires ayant trait à nos partenaires conventionnels ou institutionnels, que sont déjà, pour l'affaire numéro 8, donc, oui, l'autorisation de signature d'une convention avec la communauté de communes des Portes de l'Entre-deux-Mers en vue de fixer les conditions de remboursement de la contribution aux SDIS et à Gironde Numérique. Alors, c'est pas évident à vous expliquer, c'est encore un fléchage un peu particulier. La contribution des communes pour le SDIS, c'est-à-dire pour nos services de pompiers, qu'on remercie encore pour leur intervention hier soir, et aussi pour Gironde Numérique, qui est donc un service du département qui nous soutient, qui nous appuie au niveau numérique. Et d'ailleurs, je me disais que vu ce qu'on paye en cotisation, on a intérêt à un peu plus les solliciter parce qu'on a un gros travail sur le numérique sur nos communes, en particulier sur la sécurité numérique. Donc en fait, jusqu'à présent, c'était la communauté de communes qui payait ces cotisations parce qu'elle-même doit aussi payer des cotisations et dans un grand élan de générosité au dernier mandat, elle payait la part communale. Il se trouve que les finances étant ce qu'elles sont en communauté de communes, on a un peu commencé à faire, pour le dire plus familièrement, les fonds de tiroir, et que là où on se dit, en tout cas où le bureau des maires en communauté de communes, là où il n'y a pas lieu de payer à la place des communes, la CDC souhaite rendre en fait à chaque commune son devoir de cotisation. Voilà, donc ça ne va pas changer non plus la face du budget intercommunautaire, mais il se trouve que voilà, ça fait partie des quelques mesures pour que la commune retrouve des finances un peu plus saines. Voilà pourquoi nous devons maintenant prendre en charge notre cotisation donc à ces deux services, le SDIS et Gironde Numérique. Voilà à peu près, j'ai pas lu, mais je pense que c'est à peu près ce qui était mis dans la note, n'est-ce pas? Bon. Est-ce qu'il y a des échanges, des remarques autour de ça, des questions? Non? Bien. Eh bien, les propositions donc soumises au conseil municipal sont de valider le contenu de la convention proposée par la communauté des communes des Portes de l'Entre-deux-Mers en vue de fixer les conditions du remboursement de la contribution qu'elle verse au SDIS et à Gironde Numérique pour le compte de ses communes membres, de valider l'opportunité de conventionner en ce sens avec la CDC sur les bases des montants suivants pour la commune. Donc pour le SDIS, c'est 702 € et pour Gironde Numérique, c'est 1722 €. Et d'autoriser Madame la maire à procéder à la signature des conventions ainsi que des actes juridiques et financiers qui en découlent. Alors, qui s'abstient? Qui est contre? Et qui est pour? Merci, c'est donc validé à l'unanimité. Et comme on parle du 10, vraiment, je pense que peut-être que l'adjointe qui était aussi présente et les élus qui étaient présents hier soir peuvent témoigner du travail de nos pompiers
des moyens qu'ils sont capables de déployer pour tous les incendies, mais pour celui-ci parce qu'il avait une typologie particulière, puisque c'était un hangar. Donc peut-être aussi Madame l'agente qui était vraiment ravie de pouvoir travailler avec nos pompiers, et c'est pas une allusion bizarre. Si vous voulez remercier. On voulait absolument remercier tous les services de secours qui sont intervenus hier sur notre commune, particulièrement les sapeurs-pompiers, les services de gendarmerie, les services d'astreinte du département, ainsi que les Cambais qui nous ont aidés en nous fournissant parfois du matériel bien utile pour l'éclairage et la circulation des véhicules. Le feu a été maîtrisé à 1h40 du matin de mémoire, du moins la D10 a réouvert à 1h40 du matin. Ils se sont battus pendant plus de 4 heures contre ce feu, étaient exténués mais contents d'avoir pu limiter les dégâts, parce que bien que les dégâts soient très importants sur le bâtiment qui a pris feu, ils ont réussi à sauver la brocante à côté de la propagation du feu et de limiter les dégâts du matériel. Il n'y a pas de blessés, il n'y a pas de coupure de la départementale, excepté pendant leur intervention. Donc c'est un bilan plus que positif et nous sommes ravis d'avoir pu les aider à notre humble mesure à la sécurité de la D10 et la circulation pendant ce moment-là. Voilà, donc merci à vous. Merci effectivement. Donc, merci à la unité d'astreinte. Donc, décidément, les astreintes des élus fonctionnent très bien. Et aussi aux autres élus, parce qu'à 20h, nous étions tous en train de revenir de quelque part. Et donc, voilà, vous avez tous porté, comme vous avez pu, assistance donc, à tous ces services. Voilà, ça s'est très bien passé et on les remercie. L'affaire numéro 9, c'est la signature d'une convention. J'ai pas loupé une affaire, parce que... Convention de partenariat pour la mise à disposition de données numériques au groupement d'intérêt public, aménagement du territoire et gestion des risques. C'est une demande qui nous est faite par le bureau d'études qui réalise avec nous le PLU. Et je vais laisser la déléguée au PLU en parler parce qu'en plus, je peux comprendre qu'Elisabeth Darac connaissait très bien cet organisme. Non. Tout en haut. Le bouton. En haut, c'est mieux là. C'est ça. Merci. Donc oui, dans le cadre du PLU, notre bureau d'études Métropolis a besoin de données pour pouvoir analyser tout ce qui est sur la commune et répondre au mieux à nos demandes. Dans ce cadre-là, et notamment les données liées aux défenses extérieures contre les incendies. Donc, dans ce cadre-là, il faut signer une convention avec le GIP Algérie, qui est en charge de la gestion de la plateforme d'information géographique mutualisée d'Aquitaine, PIGMA, et qui regroupe en fait de nombreuses données sur l'Aquitaine, Nouvelle-Aquitaine, il me semble maintenant. Voilà. Donc, pour avoir ces données-là, on signe une convention. Il y a le listing des données qui est disponible en annexe, si vous voulez un petit peu voir ce dont on a le droit, ce qu'on peut avoir. Voilà. Super, très bien. Est-ce qu'il y a des remarques autour de ça? Par contre, c'est peut-être le moment de saisir l'occasion pour parler, ou alors je fais le vote avant pour rappeler qu'on a une balade PLU. Tout à fait. Le vendredi soir, toutes les bonnes âmes sont les bienvenues pour une petite balade avec le bureau d'études Métropolis, du coup. Le rendez-vous est à 17h à Baragne, ce vendredi-là, dans 2 jours. Voilà, et nous allons faire un petit peu le tour de la commune, voir un petit peu... Sur le haut, oui, pas sur tout. Oui, sur le haut, à Baragne. Rendez-vous à Baragne à 17h. Voilà. Et il y aura une deuxième balade paysagère qui sera prévue là avec la communauté de communes le 15 octobre. Donc il y aura bientôt un dimanche matin à 10h. Il y aura une publication prochainement. On n'a pas encore défini le lieu de rendez-vous. Donc voilà, là ça va être plus axé sur le paysage. Pouvoir voir tout ce qu'on a à Cambes en fait. Donc voilà, le circuit sera prévu en fonction de ça
pour avoir une visibilité un petit peu de tout ce qui fait notre richesse paysagère. Voilà. Voilà, donc une première balade qui est toujours... Les deux sont intéressantes. Alors nous, élus, on a fait quand même beaucoup de balades et merci Elisabeth d'avoir porté à bout de bras, organisé toutes ces balades le dimanche matin. Ce qui est intéressant maintenant, c'est qu'elles sont dirigées aux habitants et en plus, on s'accompagne d'urbanistes, que ce soit là dans le cadre, donc à Baragne, avec notre urbaniste en charge du bureau d'études qui réalise le PLU, ou avec donc Hugo Molinier, qui est le chargé d'affaires CDC et qui travaille énormément dans le cadre du plan paysage de la CDC sur notre paysage, là avec lui en effet, comme tu le disais, c'est vraiment répertorier notre patrimoine, qu'il soit naturel, vernaculaire, voilà, et c'est vrai que c'est important d'emporter la population avec nous parce que comprendre le village, on commence à le comprendre en tant qu'élu, et encore on a peut-être un regard qui a évolué par notre mission, et que celui des habitants va peut-être un peu aussi nous re-questionner sur ce que l'on voit, sur ce que l'on pense, et inversement, on va aussi peut-être re-questionner la façon de voir le village pour les habitants qui accepteront de participer à ces balades, et on espère qu'ils seront nombreux. Voilà. Est-ce qu'il y a des remarques autour de cette fois pour en revenir très pragmatiquement à la convention que nous devons signer pour la mise à disposition de données numériques au groupement d'intérêt public d'aménagement du territoire et gestion des risques? Remarque, avec la phrase, j'ai tout dit dans la phrase. Non? Bien, alors les propositions soumises au conseil municipal sont de valider donc le conventionnement avec le GIP At-Géry. Elisabeth l'a dit mieux que moi. Je peux comprendre qu'il y a une expérience professionnelle, c'est ça. Pour la mise à disposition de données communes respectives, valider le contenu de la convention annexée et autoriser Madame la maire à procéder à l'ensemble des démarches juridiques et financières afférentes. Qui s'abstient? Qui vote contre? Et qui vote pour? Merci. Encore une affaire adoptée à l'unanimité. Nous passons donc aux affaires ayant trait à des validations d'actions des syndicats intercommunaux desquels la commune est membre. Donc l'affaire numéro 10 est l'approbation du rapport d'activité annuel 2022 du CEMOCTOM. On en parlait tout à l'heure. Le CEMOCTOM qui a des missions évidemment de ramassage des déchets, mais qui surtout porte des sujets très importants qui sont plus que d'actualité, notamment le tri des ordures ménagères et tout ce qui va dans le sens de la diminution donc, des déchets. On va donc donner la parole à Sophie Duperron qui est donc déléguée, c'est ça ou c'est une... Oui. Plus haut encore? Oui. Oui. Oui, tout à fait. Donc là, en fait, ce soir, l'objectif est de présenter un petit peu au conseil municipal et au Cambé le rapport qui retrace l'activité de l'établissement sur l'année 2022. Donc juste pour rappel, il s'agit du CEMOCTOM qui regroupe en totalité 85 communes et plus de 110 000 habitants. Donc ça va il y a 7 communautés de communes et une partie de l'agglo du Libournais, une partie de la Cali. Donc ça représente un territoire de 666 km², ce qui est quand même assez intense. Les missions principales du CEMOCTOM, on les connaît, c'est la collecte et le traitement des déchets ménagers, le tri, la valorisation des matériaux recyclables, la construction et l'exploitation des déchetteries de recyclerie, la collecte et le traitement de déchets valorisables. Donc c'est vraiment quelque chose qui tend à se développer. Les vêtements, le mobilier, mais aussi recycler tout ce qui est huile, batterie, bois, meubles. Elle a également comme mission la collecte et le traitement des déchets verts et des biodéchets. Depuis peu la commercialisation de produits et enfin une action de prévention et de communication auprès de la population. Donc en fait le bilan de cette année 2022 va être résumé parce qu'il y a pas mal de petites pages, on va garder les éléments principaux. Au niveau de l'évolution de la part des déchets ménagers,
il n'y a que 1% de réduction des déchets ménagers par rapport à l'année dernière. Et du coup, il y a un objectif quand même par rapport à la loi AGEC qui est d'atteindre moins 15% en 2030 et 65% de recyclage en 2025. On en est très très loin. Actuellement, on en est à 30% pour le recyclage des matières. Et concernant la valorisation la valorisation organique, on va y arriver. Seulement 19% à la place de 65 attendus. Donc il y a un très très gros travail à faire d'ici ces quelques années. Au niveau des finances, ça reste stable. Donc il n'y a pas véritablement, bon, il y a une évolution un petit peu, mais ça reste quand même suffisamment stable. Et concernant les coûts de gestion, donc là il y a une petite hausse effectivement au niveau des ordures ménagères résiduelles, donc tout ce qui reste à traiter en dehors du tri, et au niveau de la taxe générale des activités polluantes qui augmente également un petit peu. Donc, qui a augmenté en 2022, ça représente par habitant une augmentation de 3,50 € à peu près par habitant. Voilà. Et puis pour terminer, la parité reste encore compliquée. 80% d'hommes et 20% de femmes seulement. Et une totalité de presque 135 emplois à temps plein en 2022 et 119 permanents. Voilà, ce sont les éléments importants à retenir, on va dire, pour cette année 2022. Merci. Est-ce que vous avez des remarques autour des missions du Cénoctop? Moi, je fais une remarque sur l'émission, mais il me semblait qu'on avait reçu un mail par rapport justement au tri sélectif, notamment la poubelle jaune. Comme quoi ça avait quand même fait pas mal diminuer les déchets résiduels, quoi, parce qu'on ne pouvait pas recycler. Oui, et alors, c'était pas des moins de 10% de... Alors là, il s'agit uniquement du rapport 2022. Ça a commencé au 1er janvier. Ça a commencé au 1er janvier, effectivement, où ils ont augmenté voilà, les différents plastiques, les possibilités de tri. Ouais. Donc aujourd'hui, autrefois en 2022, les pots de yaourt, les emballages divers, les cellophanes n'étaient pas acceptés. Aujourd'hui, ils ont élargi les possibilités. Donc on n'a pas encore de recul sur ces nouvelles mesures. Il y a également une action en faveur de tout ce qui est organique. Donc là aussi, il va y avoir des bouleversements. Les gens ont entendu parler, à savoir des déchets alimentaires avec une augmentation et presque une obligation finalement de faire son petit compost. Oui, merci Sophia. Et donc ça aussi, ça tend à réduire un maximum les déchets, le poids des déchets au niveau des ménages français. Est-ce qu'ils vont faire passer les ramassages plus souvent qu'une semaine sur deux et voire agrandir la taille des conteneurs également, parce que ce qui était avant c'est pas prévu, non. C'est un demande en particulier. C'est voilà. Vraiment une demande particulière. La taille du conteneur. La taille du conteneur est en fait la taille du conteneur, elle est associée au nombre de personnes par foyer. Donc ils ont des références en fonction du nombre de personnes. Il y a un type de conteneur. Après, si tu souhaites effectivement un conteneur plus gros, c'est à ta charge. Mais ce n'est pas, disons que ce n'est pas proportionnel. Je sais pas. Je crois qu'ils acceptent, à cause justement du fait qu'on n'a pas augmenté. Un changement gratuit. Un changement gratuit. Merci, Maxime. Au niveau des ramassages, il n'y a rien de prévu, parce que c'est vrai que là, tout ce qu'on jetait dans le tout venant, ça remplit de plus en plus trié dans le recyclage. Non, mais il faut en prendre un plus grand. Voilà. Ouais. Il y a 3 tailles. Mais tu as le droit de faire un changement, justement, parce qu'on a changé de... D'accord. Merci pour la précision. Non, oui. Ah oui, c'est vrai, c'est la même. Ah bah oui, on l'avait compris. Ah non, c'est bien. Non, c'est bien. Oui, alors ils sont contraints, d'abord parce que c'est vrai que c'est un mouvement de fond, hein, on sait bien que maintenant l'enfouissement des déchets c'est quand même
plus possible, et ils continuent à être enfouis ou incinérés. Ça a un coût parce que je crois que ça se passe à Bègles pour nous, et il y a des coûts pour nous hors métropole qui sont très importants. Et en plus de ça, et tu en as parlé, il y a la taxe donc, des activités polluantes qui augmente. C'est une façon pour l'État de contraindre justement tous ces syndicats à travailler sur une autre façon de gérer les déchets. Donc le CEMOCTOM est très très créatif, et c'est vrai, comme le disait Vanessa Leroy, en fait, c'est plutôt cette année où on va voir déjà sur ces nouvelles consignes de tri ce que ça va donner. On a été beaucoup sollicité, il faut le dire, par le CEMOCTOM pour les points d'apport volontaires, c'est-à-dire ces fameux endroits où on met les bouteilles, le verre. Là aussi, j'avais vu il nous avait donné un schéma, je ne sais pas s'il est sur le rapport, un schéma sur la quantité dans la poubelle, ce qu'on jette en tout venant, qui peut encore être sorti et trié. Et c'est assez surprenant de voir encore beaucoup de verre dans la poubelle marron. Et c'est sur ce travail-là, et c'est à cause de ça, ou pour ça, qu'on nous demande de plus en plus de donner une possibilité de poser des points d'apport volontaires. Alors on sait que ça ne plaît pas toujours aux riverains. Après, je pense que par exemple, on avait eu des difficultés sur Baragne, on n'a plus de retour sur ce sujet. C'est toujours pareil, ça inquiète au début, c'est des bruits qu'on n'entendait pas avant. Ça se gère, ça se traite aussi petit à petit. C'est aussi à chacun de faire attention. Effectivement, quand on jette des bouteilles à minuit, ça fait plus de bruit que si on les jette en pleine journée. Mais c'est un effort de tous. Et puis, étant donné la situation actuelle au niveau environnemental, on peut imaginer que c'est un moindre mal si c'est juste pouvoir installer un peu plus de ces bacs un peu partout et encourager, permettre plus facilement d'aller poser ces bouteilles de verre. Bon. Pourquoi pas. Voilà. Donc j'imagine que l'année prochaine, tu viendras avec un rapport d'activité vraiment encore plus intéressant. Est-ce que vous avez d'autres remarques sur ce sujet? Non? Très bien. Donc les propositions sont de prendre acte et de valider le rapport d'activité annuel 2022 du CEMOCTOM, d'autoriser Madame la maire à procéder à l'ensemble des démarches juridiques et financières afférentes. Qui s'abstient? Qui est contre et qui est pour? Le rapport d'activité annuelle du CEMOCTOM de l'année 2022 est donc validé à l'unanimité. Affaire numéro 11, l'approbation d'adhésion du SIEA aux portes de l'Entre-deux-Mers au SMEGREG, donc le syndicat mixte d'études et de gestion de la ressource en eau du département de la Gironde. Monsieur Stéphane Deroux. Oui, alors le SMEGREG, c'est un syndicat en fait, qui a pour but d'essayer surtout de trouver des ressources de substitution, parce que il s'avère, en fait, je ne vous apprends rien du tout, hein, on est en manque d'eau partout, et quand on constate les consommations en Gironde qui s'élèvent pratiquement à 290 millions de mètres cubes par an, c'est à peu près énorme, sans compter les centrales, et je pense qu'il y a autre chose aussi. Et ça fournit notamment ces nappes 96% de l'eau potable. Donc un jour, il faut bien se dire que ça va vraiment de plus en plus diminuer. Donc ce syndicat, en fait, il a pour but d'aller chercher un peu dans la région d'autres nappes, d'autres ressources de substitution pour nous garantir une ressource en eau assez pérenne. Donc c'est pas facile. Ça passe aussi par la sensibilisation des gens à faire un peu d'économie en eau, ce qui n'était pas tout à fait dans les mœurs de tout le monde. Là, ça va le devenir de plus en plus, parce qu'on commence vraiment à avoir de gros soucis. Et le SMEGREG fait des choses vraiment fantastiques. On était, je pense, un des rares syndicats à ne pas avoir adhéré donc au SMEGREG. La commune, enfin, je sais que la métropole travaillait avec eux, le Sud-Gironde, enfin un peu tout le monde, et nous, on n'adhérait pas. Donc je pense que l'adhésion, si je me souviens bien, c'est à peu près 10 000 € par an pour le syndicat. Mais je pense que c'est un service, on ne peut pas passer à côté, quoi. Pour une fois, c'est vraiment quelque chose qui me paraît vraiment utile. C'est surtout pour penser à l'avenir, c'est surtout pour nous, quoi. Voilà. Donc c'est une très bonne chose. Je le dis juste parce que tu utilises beaucoup le « nous » parce que tu es délégué au syndicat. À nous, communes, ça ne coûtera rien. Hein. Non, ça va coûter aux contribuables. Parce que bien sûr. Mais oui, sur les cotisations. Bien sûr. Mais c'est juste pour bien le signaler. Mais par contre, c'est vrai qu'il faut que ça passe évidemment par l'adhésion des communes membres de ce syndicat. Sachant que dans quelques temps, on aura sûrement de grands changements puisque le syndicat va sûrement
disparaître pour confier rendre ses compétences à la communauté de communes. Ça va devenir une compétence intercommunautaire en 2026, donc demain. Et que sincèrement, ça va être très très compliqué. Là, on va commencer dans des montages technocratiques un peu étranges et pour l'instant, voilà, on a du mal à anticiper tout ça. Forcément, ce sera encore plus proche de nous. Le sujet sera encore plus proche de nous puisqu'il appartiendra bientôt à la communauté de communes. Voilà, est-ce que vous avez des remarques autour du SMEGREG? Moi, je voudrais juste rajouter quelque chose. Si Ton vous, micro. on m'entend. Si vous avez 5 minutes, allez sur leur site internet. Ouais. C'est vraiment très très bien fait, c'est très intéressant. Et on apprend plein de choses. Personnellement, je ne pensais pas que c'était aussi compliqué que ça. Et je vous invite à aller voir le site, il est vraiment très très bien. C'est un site qui peut être consulté par les habitants, oui, c'est à la population. Ok, parfait. Donc SMEGREG, c'est quoi le site? On tape SMEGREG et on tombe dessus. On tombe directement sur le site. Ok, parfait. Est-ce que vous avez des remarques? Non? C'est bon pour tout. Parfait. Donc les propositions soumises au conseil municipal sont de valider en tant que commune membre l'opportunité pour le SIEA d'adhérer au syndicat mixte d'études et de gestion de la ressource en eau du département de la Gironde et d'autoriser Madame la maire à procéder à l'ensemble des démarches juridiques et financières afférentes. Qui s'abstient? Qui est contre? Et qui est pour? C'est donc une affaire approuvée à l'unanimité. Merci à tous. On va passer à la dernière affaire, qui est l'affaire numéro 12, la validation de l'adhésion de la commune de Pur-Sang au syndicat intercommunal, le PRCF 33. Et là, on repasse encore le micro à Sophie Duperron, qui donc fait aussi partie des délégués pour ce syndicat. Mais qu'est-ce que c'est que le PRCF? Voilà. Donc ce syndicat, en fait, s'occupe de tout ce qui est études et prévention des risques, carrières et falaises. Et quand mais légèrement, mais alors vraiment très légèrement concerné. Donc ce syndicat en fait existe depuis 5 ans et il regroupe actuellement 32 et donc par rapport à cette affaire, bientôt 33 communes. La communauté, la commune de Pur-Sang a fait une demande d'adhésion à ce syndicat qui a obtenu du coup une réponse favorable. De ce fait, le PRCF, le syndicat EPRCF, a 3 mois à partir de sa décision d'accepter la commune dans son syndicat, à 3 mois pour demander aux communes qui sont membres de ce syndicat de se positionner sur la validation ou non de cette adhésion. Juste pour info quand même, le syndicat précise qu'il n'y aura pas de dépenses supplémentaires liées à cette nouvelle adhésion, ni transfert ou mise à dispo supplémentaire de personnel. Voilà. Oui, tant mieux, parce qu'on avait déjà une jolie augmentation cette année. Très bien. Oui, je crois qu'on a eu aussi, ils ont eu à Pur-Sang un événement d'effondrement de carrière qui a malheureusement inquiété la commune et qui les a beaucoup incités à adhérer à ce syndicat des carrières, qui travaille de plus en plus avec les services de l'État, et c'est une bonne chose parce qu'on a déjà des services de l'État qui travaillent sur le sujet évidemment des carrières et notamment sur la cartographie. On va bientôt avoir un nouveau plan des risques éboulements qui va sortir de la préfecture. Et l'intérêt, c'est que ce syndicat des carrières fait aussi des études de son côté. Les deux ensemble pourraient permettre d'avoir une cartographie à certains endroits un peu plus fine, là où ça a été déjà étudié, exploré par le PRCF. Si je peux me permettre, oui. Rose, effectivement, ils sont en train de croiser les données, puisque ce syndicat fait pas mal d'études qui souvent sont en doublon ou complémentaires. Donc en fait, l'intérêt est de communiquer et d'allier toutes les informations pour avoir enfin des cartes et des informations communes et complètes. J'entendais ça encore il y a très peu de temps. Lors d'une réunion des maires, j'étais avec Vanessa Leroy sur les risques et la perception des risques.
et où, je ne sais plus qui, quelqu'un de la préfecture nous expliquait que c'était de fait, notre département est quand même un vrai gruyère en dessous, et qu'il y a encore énormément de carrières. Enfin, on suppose qu'il y a beaucoup encore de qualités qui ne sont pas du tout connues des services de l'État, notamment celle de Cursan, justement. Voilà. Et donc, effectivement, c'est un des axes encore, ou un des sujets sur lesquels on va tous devoir se plonger de plus en plus, parce que, encore une fois, c'est toujours ce fichu dérèglement climatique qui provoque aussi des éboulements qui n'étaient pas existants avant, des inondations des carrières par remontée des nappes phréatiques qui fragilisent des édifices des qualités qui étaient présupposés ou présumés par les services de l'État comme des édifices stables et qui ne menaçaient pas d'éboulement avant 100 ou 150 ans. Et finalement, tout se précipite un petit peu, créant parfois des catastrophes comme à Cursan. Voilà, est-ce que vous avez des remarques autour de cette adhésion donc de Cursan au syndicat des carrières? Très bien. Alors, les propositions soumises au conseil municipal sont donc, suite à l'étude d'impact réalisée par EPRCF 33, concluant à ce que l'adhésion de la commune de Cursan au syndicat intercommunal EPRCF 33 n'entraînait aucune incidence financière et de personnel pour les communes membres, de valider l'adhésion de cette commune à ce syndicat dont la commune est membre, la commune de Caen est membre, d'autoriser Madame la maire à procéder à l'ensemble des démarches juridiques et financières afférentes. Qui s'abstient? Qui est contre? Et qui est pour? C'est encore une affaire approuvée à l'unanimité. Merci à tous. Nous allons donc pouvoir conclure ce conseil municipal. Il est 19h45, 46, quelqu'un est plus précis? Merci, monsieur le doyen. 19h46, je vous remercie pour cette présence. On se rappelle donc nos prochains rendez-vous vendredi pour la balade PLU sur le terrain de Baragne à 17h. Samedi, une très grosse journée de fête du Mascaret avec vraiment de tout. Voilà, un vide-grenier, un forum de nos acteurs économiques. On y tient aussi, ça fait partie d'un des axes qu'on souhaitait absolument mettre sur la table, valoriser notre monde économique, nos acteurs économiques. On espère qu'ils seront nombreux et que ce sera aussi d'intérêt pour nos Cambais. Des activités de loisirs, notamment des balades comptées, donc grâce à un de nos habitants quand même, qui est formidable, notre artiste qui va nous faire des balades comptées le long de la Garonne. Les assos qui interviennent à Brémontier et qui proposent des cours, des démonstrations en tout cas, d'initiation en bord de Garonne, donc, notamment le stretching, le théâtre, voilà, c'était tout. Et la country finalement bref. Et enfin, si je n'oublie pas, le concert le soir et une vague extraordinaire des surfeurs californiens qui viennent Sans doute. Voilà. Et food truck toute la journée, c'est quand même. Et nos commerçants, nos associations. On peut remercier d'ailleurs les pieds niqués, on a le droit de dire le gros mot là, qui organisent donc le vide-grenier. Voilà.